Après avoir étudié la gestion des déchets, que ce soit une gestion non rationalisée avec son impact sur l'environnement et sur la santé humaine, et la gestion rationalisée avec tous les bénéfices qu'elle apporte euh, en discutant les différents types de gestion, maintenant nous passons à l'étude de la pollution. Nous avons dans ce programme l'étude de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol. Ensuite, on passera vers une dernière partie à la radioactivité, ses bénéfices, ses conséquences négatives, etc. Donc, on va commencer par la pollution de l'air. Avant de définir la pollution de l'air, nous allons examiner l'air dans sa composition normale. Ensuite, nous allons discuter qu'est-ce que cette pollution de l'air sous différents aspects et quel est l'impact de cette pollution sur la santé et sur l'environnement. Tout d'abord, nous allons décrire les différentes couches de l'atmosphère qui entourent la planète Terre. Nous allons nous intéresser à la couche qui nous entoure directement. Donc, c'est la couche qui nous permet d'établir les échanges gazeux avec l'atmosphère comme êtres vivants. Et d'ailleurs, tous les êtres vivants en contact avec cette couche, c'est la troposphère. La troposphère, c'est la partie où il y a les précipitations, les variations de température, c'est la partie où directement nous vivons et donc elle nous concerne de près. Et cette troposphère a une épaisseur à peu près de 10 km. Après la troposphère, nous avons une couche au-dessus de la troposphère qu'on appelle la stratosphère. Alors la stratosphère va nous concerner parce que c'est à ce niveau-là qu'on va parler de la couche d'ozone et qui est vraiment concernée par la pollution. Et on va définir la couche d'ozone, on va dire quel est son rôle pour les êtres vivants et pour la planète Terre en général. Et on va aussi parler des différentes modifications subies euh, à cause de la pollution au niveau de la planète Terre. Pour les autres couches, la mésosphère, la thermosphère, euh, elles existent bien sûr, mais elles ne feront pas l'objet de notre étude. Avant d'étudier la pollution de l'air, nous allons présenter dans cette diapo l'ensemble des aspects de cette pollution de l'air, sachant que la pollution est tout changement, toute modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques ou biologiques d'un milieu. Donc tout milieu qui change de caractéristiques physiques ou chimiques ou biologiques, on va considérer que c'est un milieu pollué. Donc par exemple l'air, à partir de l'époque industrielle, dès le développement industriel, il a connu un changement dans sa composition. Par exemple, nous avons l'émission de plusieurs gaz, l'émission de plusieurs particules, et cet ensemble de particules ont modifié la composition de l'air, donc on va considérer que l'air est devenu pollué. Les différents aspects de la pollution de l'air sont trois grands aspects. Nous avons l'effet de serre qui va conduire à ce qu'on appelle le réchauffement de la planète Terre. Nous avons les pluies acides et dans un troisième temps, nous allons parler du trou d'ozone ou de l'amincissement de la couche d'ozone qu'on a mentionné tout à l'heure au niveau de la stratosphère. Donc, vous allez suivre attentivement chaque phénomène. Pour chaque phénomène, nous allons parler de gaz qui sont responsables de cette pollution. C'est-à-dire, si je parle de l'effet de serre, je vais mentionner quels sont les gaz responsables de l'effet de serre. Il ne faut pas confondre pour chaque gaz quel est l'effet de ce gaz sur l'environnement. Donc, les gaz à effet de serre doivent être bien maîtrisés. L'origine de ces gaz également, le mécanisme de l'effet de serre, c'est-à-dire comment ces gaz contribuent-ils à réchauffer la planète, et enfin l'impact de ces gaz sur, je veux dire l'impact de ce phénomène sur la planète. Alors surtout s'il y a un impact sur l'environnement et ou un impact sur la santé.
Nous allons commencer par examiner la composition en gaz de l'atmosphère et particulièrement de la troposphère. Nous avons, comme vous pouvez le constater à gauche, l'azote est le gaz le plus prépondérant avec un pourcentage de 76,47%. Nous avons l'oxygène à peu près 20%, 19, donc 0,6%. Nous avons l'argon avec un pourcentage à peu près égal à 2%. Et nous avons euh, divers gaz qui font partie de l'air, mais dont le pourcentage est très très faible. Donc on n'a pas mentionné leur nature ici. Et nous avons les gaz à effet de serre, l'abréviation GES, gaz à effet de serre. Nous allons les découvrir dans ce document de façon à ce que l'explication de l'effet de serre va venir ultérieurement. Alors les gaz à effet de serre sont le CO2 avec un pourcentage de 40%, N2O, c'est un oxyde d'azote, le CH4 qui est le méthane, et nous avons la vapeur d'eau, vous avez H2O, 54%. Ça, ce sont vraiment des valeurs moyennes parce que ça dépend des zones. Il y a des zones plus humides que d'autres, il y a des zones sèches, et donc ce sont des pourcentages approximatifs. Alors, entre parenthèses, je ne vais pas détailler les gaz à effet de serre dans cette diapo, mais je vais essayer juste d'approcher la notion parce que nous avons un paragraphe particulier à traiter pour cette notion de gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui réchauffent la planète. Alors, nous allons découvrir comment se fait ce réchauffement climatique, d'où viennent ces gaz et comment ces gaz participent-ils à réchauffer la planète et quels sont les impacts de ce phénomène sur la planète Terre. Alors ça va venir ultérieurement. Donc les gaz à effet de serre, ce sont les gaz responsables du réchauffement de la planète, c'est-à-dire ce sont des gaz qui ont participé à augmenter la moyenne de température du globe terrestre. Je rappelle d'abord les gaz à effet de serre que nous avons évoqués tout à l'heure dans la première diapo. Nous avons le CO2 avec un pourcentage élevé, nous avons la vapeur d'eau, nous avons le CH4, c'est-à-dire le méthane, nous avons les oxydes d'azote, de soufre et de l'oxyde d'azote de soufre, bien sûr, et l'oxyde de carbone, on l'a mentionné tout à l'heure, et nous avons les CFC, c'est-à-dire les chlorofluorocarbones. On va essayer de mentionner pour chaque gaz l'origine. Par exemple, le CO2, il provient de plusieurs combustions. Il provient de combustion de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, tels que le pétrole et ses dérivés, les gaz qu'on utilise dans les combustions domestiques, c'est-à-dire le butane, le propane. De toute façon, les gaz qu'on utilise dans la combustion ménagère, ce sont des gaz qui, lorsqu'ils subissent la combustion, ils vont participer à l'émission de CO2. Nous avons aussi des gaz qui sont émis des pots d'échappement de tous les moyens de transport, c'est-à-dire les motos, les voitures, les cars, les autobus, etc. Alors c'est en particulier le CO2, le SO2, le NO2. En général, on dit NOx parce que ça peut être sous forme totalement oxydée ou partiellement oxydée, par exemple CO, CO2, NO, NO2. SO, SO2, donc on dit en général SOX, NOx, etc. Nous avons aussi le méthane qui provient des fermentations des sols, par exemple dans un milieu forestier ou dans un pré, une prairie, un champ de blé, n'importe quel sol où il y a des êtres vivants qui vivent. Donc nous avons des fermentations, c'est-à-dire une consommation de la matière organique en absence d'oxygène et ça permet de dégager le gaz méthane. Donc on va considérer que c'est un phénomène naturel parce que ça se fait dans les milieux naturels. Et les CFC proviennent des industries de refroidissement. Par exemple, ça provient des usines qui fabriquent des réfrigérateurs, des congélateurs, des climatiseurs.
Ça provient aussi des industries qui fabriquent les aérosols, par exemple, les industries qui fabriquent les pesticides, les insecticides sous pression ou les déodorants sous pression. Vous le connaissez bien, on en a parlé dans les déchets ménagers. Nous allons mettre en évidence dans cette diapo la pollution de l'air et en particulier l'augmentation de la concentration de certains gaz à effet de serre. Par exemple, si vous allez vers la gauche du document, de haut en bas, nous avons la variation de la concentration de CO2, la variation ensuite au milieu, la variation de la concentration du méthane, CH4, et enfin la variation de l'oxyde nitreux, N2O. Alors nous constatons dans tous les graphes que à partir d'un certain temps, nous avons une augmentation remarquable de la concentration de ces gaz à effet de serre, au même titre que CFC, dont la concentration augmente d'une manière très très rapide après 1900, après 1950, comme vous pouvez le voir dans le document. Donc, ça se voit clairement que les gaz à effet de serre ont connu une remarquable augmentation de concentration après l'âge industriel, après le développement industriel. Dans cette diapo, nous allons décrire la variation de la température entre 1860 et 2000. En effet, nous avons avant 1900 une température à peu près constante avec des fluctuations normales. Ensuite, après 1900, on constate une augmentation de température qui atteint une valeur de 1,2 d'augmentation, 1,2 degré. Bien sûr, 1,2 degré, c'est une moyenne. Il y a des zones où cette température augmente d'une valeur inférieure à cette valeur et il y a des zones où il y a une augmentation plus nette de température. Donc, si on met en relation ce graphe avec les graphes précédents, il s'avère que après 1900, c'est l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, entre autres CO2, CFC, N2O, les autres gaz aussi CH4, etc., ce qui a provoqué cette nette augmentation de température et qu'on qualifie actuellement de réchauffement planétaire qui est la cause de la modification des climats, des grands changements climatiques. Et ceci à cause des activités humaines, parce qu'on a précisé tout à l'heure que les gaz à effet de serre sont en majorité issus des différentes activités humaines qui ont déséquilibré l'effet de serre positif et ils l'ont rendu négatif. Alors cette diapo va nous expliquer, va nous permettre de comprendre l'effet de serre, que ce soit le naturel ou l'effet de serre nocif dont on parle dans ce chapitre. Alors je vais commencer par la partie gauche de cette diapo. Nous avons le soleil qui émet des rayonnements. Alors, l'ensemble des rayonnements qui sont émis à partir du soleil sont par exemple le spectre visible, c'est-à-dire la lumière blanche. Nous avons des rayonnements ultraviolets, nous avons les infrarouges et nous avons d'autres rayonnements. Ce qui va nous intéresser dans ce paragraphe, c'est surtout le rayonnement infrarouge, IR. Alors, lorsque le soleil émet une certaine quantité de rayonnement infrarouge, cette quantité d'infrarouge va être absorbée par une certaine quantité de CO2 et de CH4 qui sont présents et de H2O, bien sûr, la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère, parce que ce sont ces trois éléments naturels au début, avant l'époque industrielle, et qui se présentent à une concentration faible avant l'âge industriel. Alors, ces gaz qui sont CO2, CH4 et H2O vont absorber une certaine quantité
de rayonnement infrarouge et vont empêcher ces rayonnements de revenir vers les parties supérieures de l'atmosphère. Ceci s'appelle l'effet de serre positif. L'effet de serre positif est un phénomène naturel et qui est très important pour garder une certaine température de 15 degrés au lieu de moins 18 degrés. S'il n'y avait pas l'effet de serre positif, naturel, il n'y aurait pas de vie dans les sols parce que les sols vont devenir trop froids et donc la faune et la flore vont mourir et on n'aura pas de vie, on n'aura pas de conditions propices à la vie. Donc cet effet de serre positif, c'était à cause d'une concentration, on va dire entre guillemets raisonnable, des gaz à effet de serre. Donc c'est un effet de serre dont on a besoin dans la troposphère. Mais actuellement, à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'augmentation très remarquable de la quantité de CFC, de gaz autres que le CO2, bien sûr avec une augmentation remarquable du CO2, de la concentration de CO2, nous avons NO2, nous avons SO2 et nous avons d'autres gaz. Et donc cette concentration très élevée va accentuer l'effet de serre, c'est-à-dire elle va contribuer à une absorption plus importante en rayonnement infrarouge qui seront gardés dans la troposphère et empêchés de rejoindre les couches superficielles de l'atmosphère. Et donc le fait de garder les rayonnements infrarouges, la troposphère va connaître une augmentation de la moyenne de sa température. C'est le réchauffement climatique. C'est l'effet de serre. Alors, entre parenthèses, il faut que je Dans ce tableau, nous observons des gaz à effet de serre, CO2, CH4, N2O et CFC. Et pour chaque gaz, nous observons la concentration d'une part et le pouvoir de réchauffement global. On va expliquer ceci. Alors, par exemple, si je prends le CO2, nous avons une concentration de 379 000 ppb, parties par billion. Nous avons le pouvoir de réchauffement, c'est un coefficient qui indique combien le gaz absorbe-t-il de rayonnement infrarouge. Par exemple, si je considère comme unité le CO2, les valeurs qui vont suivre vont nous montrer comment les gaz absorbent-ils, quelle quantité ils absorbent d'infrarouge par rapport à CO2. Par exemple, le CH4, il absorbe 21 fois plus que CO2. Par exemple, le N2O,
il absorbe les infrarouges, une quantité d'infrarouges 310 fois ce qu'absorbe le CO2. Et enfin, les CFC, remarquez combien les molécules de CFC, les chlorofluorocarbones, qu'on a dit tout à l'heure, ils proviennent des industries de refroidissement, c'est-à-dire les industries qui fabriquent les frigidaires, les réfrigérateurs, les climatiseurs, etc. Donc ces CFC, une fois, et s'ils sont dans l'atmosphère, s'ils sont émis dans la troposphère particulièrement, ils ont un pouvoir de réchauffement très très important, 5000 fois à 14 000 fois dépassant le CO2. Donc chaque gaz à effet de serre a un pouvoir de réchauffement qui le caractérise, mais ensemble, puisqu'on trouve ces gaz dans la troposphère, ils vont tous, à cause de leur pouvoir de réchauffement, contribuer à un réchauffement climatique, à un effet de serre. D'autre part, les gaz ne vont pas agir seulement par leur pouvoir de réchauffement. Ils vont agir sur la troposphère en la réchauffant bien sûr par leur concentration. Je vais juste prendre deux exemples. Je prends le CO2 par exemple. Nous avons la concentration de CO2, elle est de 379 000 avec un pouvoir de réchauffement de 1. Mais malgré le pouvoir de réchauffement faible du CO2, qui est le plus bas, à cause de sa concentration très très élevée par rapport aux autres gaz, il va avoir une grande contribution à l'effet de serre. Donc, euh, regardez comment ça se compense. Par contre, si je prends les CFC, malgré la faible concentration des CFC, ils ont une concentration inférieure à 1 ppb, et malgré ça, ils ont une, un pouvoir ou là, un coefficient de réchauffement global très 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 important. Et donc, ça se voit bien que tous les gaz à effet de serre, avec leur concentration et avec leur pouvoir de réchauffement, ils vont contribuer tous à un réchauffement climatique considérable. Alors, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération, c'est la durée de vie des gaz à effet de serre. Par exemple, si nous avons une molécule de CO2 émise dans l'atmosphère, elle va rester 100 ans avant d'être éliminée de l'atmosphère. Donc elle a une durée de vie de 100 ans qui est quand même considérable. Pour le CH4, il reste 12 années dans l'atmosphère. Regardez le N2O, il reste 120 années avant d'être éliminé de l'atmosphère. Et ce qui est plus grave, ce sont les CFC, regardez, 50 000 années. Ici, c'est une erreur dans le document, donc 50 000 années dans l'atmosphère. Donc si jamais on arrête d'utiliser les CFC dans ces industries, je viens de mentionner tout à l'heure, même si on arrête de les utiliser, il y a des CFC qui sont euh, déjà dans l'atmosphère et qui vont rester des dizaines de milliers d'années. Donc ça va rester dans l'atmosphère pour le réchauffer, surtout qu'ils ont un coefficient de réchauffement important. Donc je résume, les gaz à effet de serre ont chacun une certaine concentration, un pouvoir de réchauffement et une durée dans l'espace, c'est-à-dire une durée dans la troposphère. Et à cause de ces trois paramètres, les gaz à effet de serre restent des gaz qui contribuent au réchauffement climatique de la troposphère. Parmi les autres gaz à effet de serre, mais je l'ai laissé jusqu'à la fin pour mieux expliquer sa présence dans la troposphère, nous avons O3, l'ozone. Alors normalement l'ozone, il a une localisation stratosphérique, c'est-à-dire il se localise sous forme d'une couche épaisse au niveau de la stratosphère. Mais si on trouve O3 dans la troposphère, c'est qu'il a une origine différente, c'est-à-dire il provient de la pollution. Alors on va montrer comment se forment des molécules d'ozone au niveau de la troposphère, sachant que c'est un gaz à effet de serre très très fort. Alors euh, vous pouvez constater au niveau du graphe qu'il y a des variations entre NO2 et O3. Regardez, lorsque
le NO2 augmente, lorsque le NO2 augmente, il y a une diminution de la concentration d'ozone troposphérique et vice-versa. Alors on va essayer de prendre une partie du graphe pour montrer que lorsque la concentration en O3 augmente, ça se fait aux dépens de NO2. En effet, NO2 provenant des pots d'échappement, c'est-à-dire de la pollution, c'est-à-dire des cheminées, des véhicules, etc., des incendies. Donc, il y a des phénomènes qui émettent le NO2. Le NO2 au niveau de l'atmosphère va se transformer en NO plus O. Donc, la molécule va se décomposer en NO plus O. Chaque atome d'oxygène avec une molécule de dioxygène vont se combiner pour donner l'ozone troposphérique. Donc l'ozone troposphérique, qui est un gaz à effet de serre, est un résultat de la pollution. Alors vous remarquez pour le NO2, il y a des pics où il est produit. Il se produit par pic. Là où NO2 est produit d'une manière intensive, ce sont les moments où il y a beaucoup d'émissions de gaz qui constituent ce pic. Donc une fois le NO2 se forme, il va se décomposer en NO plus O. L'atome d'oxygène libéré va se combiner avec le dioxygène, c'est-à-dire la molécule d'oxygène, pour donner le O3, qui est un gaz à effet de serre. Dans cette diapo, on va montrer l'effet des gaz à effet de serre sur la santé. Alors si on prend par exemple le C6H6 qui est un COV, un composé organique volatile, avec d'autres composés organiques volatiles. Alors je vous rappelle, les composés organiques volatiles, ce sont des composés qu'on a vus issus de la combustion à l'air libre des déchets domestiques. Donc on peut même trouver d'autres molécules chimiques qui, en subissant la combustion, vont libérer ces composés organiques volatiles. Donc ils sont très très nocifs pour la santé puisqu'ils causent le cancer. Pour les CO, alors le CO, vous savez tous que c'est un corps qui n'a pas d'odeur et il peut tuer en 30 minutes. D'ailleurs, dans quelques cas, quand on utilise le charbon et on le laisse dans la chambre, il y a plusieurs gens qui meurent sans s'en apercevoir. C'est un moyen ancien de réchauffer la chambre. Donc ils utilisent le charbon, ils le laissent dans la chambre et même récemment, il y a 2 filles qui sont mortes à cause de l'utilisation de charbon. Donc ils ont laissé le, le, le truc où on met le charbon, alors ils l'ont laissé allumer et le lendemain ils ont trouvé les 2 filles mortes à cause du CO. Alors c'est le même processus qui se fait lorsqu'on utilise un chauffe-eau qui ne brûle pas, qui ne fait pas de combustion complète pour le gaz. Le gaz de combustion qu'on utilise pour chauffer l'eau. Donc quelquefois on dit que le gaz est passé avec l'eau. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment une chambre où il n'y a pas assez d'aération. Donc la combustion du gaz ne se fait pas une combustion, ce n'est pas une combustion complète. Donc au lieu de libérer le CO2, ça libère le CO. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent asphyxiés dans la salle de bain à cause de cette libération de CO. Donc il est vraiment très dangereux le CO. Maintenant pour le SO2, SO2 c'est un gaz irritant qui peut donner des problèmes au niveau des bronches et bronchioles et surtout chez les gens atteints d'asthme. Et ça peut ajouter l'allergie chez les enfants. Ça peut accentuer l'allergie chez les enfants. Alors si je prends le O3, tout à l'heure on a vu que c'est un produit de la pollution, donc ça vient de la pollution. Donc c'est un irritant pour l'œil et il est très perméable aux voies respiratoires. Donc il peut causer
de la toux et des lésions au niveau des poumons. Pour le NO et NO2, alors ce sont des gaz qui vont aussi affecter les poumons. Donc ça peut altérer la fonction du poumon, surtout chez les gens, chez les enfants, avec des perturbations de la fonction respiratoire chez les adultes. Donc il y a la gêne respiratoire, la toux, et donc il peut avoir des conséquences dangereuses chez les gens atteints d'asthme. Alors ici dans la diapo, nous n'avons pas seulement les gaz émis euh, dans l'atmosphère, nous avons certains métaux lourds comme le plomb et le cadmium. Donc ce sont des constituants qu'on peut trouver dans l'atmosphère à cause de l'utilisation de combustibles. euh, Surtout les combustibles ne sont pas bien raffinés et donc on va trouver des métaux lourds dans l'atmosphère. Après avoir parlé des effets nocifs sur la santé, nous allons aborder maintenant les effets des gaz à effet de serre sur l'environnement à cause des activités anthropiques ou les activités humaines. Alors nous avons ici une petite liste des gaz à effet de serre, H2O, CO2, CH4, N2O, O3, CFC, CF4 et SF6. Comme on a dit, ce sont les gaz émis à partir de plusieurs cheminées d'usines, c'est-à-dire des industries. Alors, l'ensemble de ces gaz à effet de serre vont causer, à l'échelle de la planète, le prolongement des périodes de sécheresse. Par exemple, justement au Maroc, par exemple cette année, il y a une longue période pendant laquelle on devait, euh, à l'état normal, recevoir des précipitations. Alors, je ne parle pas précisément de Marrakech, je parle par exemple du nord du Maroc. Il y avait plus de précipitations que cette année. Donc, c'est une année qui est caractérisée par de la sécheresse. Alors, ce n'est pas le seul aspect qui constitue la conséquence de l'effet de serre. Cette sécheresse va être assez répandue dans le monde. Il y a plusieurs zones qui sont de plus en plus sèches et il y a aussi une perturbation de la répartition des précipitations. Par exemple, il y a des zones qui ne connaissaient pas de précipitations, elles vont être très très pluvieuses et il y a vice-versa, ce qu'on vient de montrer maintenant, des zones qui sont devenues de plus en plus sèches. Alors, on va parler aussi des inondations, mais il ne faut pas oublier que les inondations, euh, c'est un facteur qui va provoquer le glissement des terrains. Il peut même engendrer l'enlèvement de troncs d'arbres et donc ça va perturber des écosystèmes à l'échelle de la planète. Donc il y a des inondations de plus en plus fréquentes. D'ailleurs, à travers le monde, si vous suivez les informations, les médias parlent de beaucoup d'inondations ces dernières années à cause du réchauffement climatique. Alors les cyclones, de plus en plus ces dernières années, il y a des cyclones de plus en plus répandus dans le monde. Et même au Maroc, il y a des zones dernièrement qui ont connu un fort cyclone. Je pense à Ouadzem. Même la semaine dernière, il y a des gens qui ont pu photographier un cyclone dans cette ville marocaine. Alors, la fonte des glaciers, c'est un phénomène qui est de plus en plus connu. Il est illustré au niveau de documents. Donc, si on compare la surface des calottes glaciaires au niveau des pôles, on constate que c'est une surface qui devient de plus en plus réduite, c'est-à-dire il y a une diminution de cette surface. Ceci est dû à la fonte des glaciers. Bien sûr, ça va engendrer plusieurs conséquences néfastes. Par exemple, ça va avoir des répercussions sur les êtres vivants qui vivent dans ces endroits-là et qui se sont adaptés à cette partie du globe.
Donc, par exemple, il y a des animaux qui vont trouver un environnement très très modifié et donc il y a beaucoup d'animaux qui meurent et qui sont menacés par l'extinction. Alors, je poursuis la fonte des glaciers. Lorsque les glaciers subissent une fonte, c'est-à-dire l'eau résultant de cette fonte des glaciers va euh, causer l'augmentation du niveau des mers et des océans, et ceci va menacer les terres basses, par l'immersion. Donc il peut y avoir des terres qui seront inondées par l'eau à cause de leur altitude faible, par exemple la Hollande, et même beaucoup de zones dans le monde sont menacées par l'immersion.